Le cercle RH, notre débat d'actualité pour s'intéresser au sujet du moment, au-delà même d'ailleurs de notre émission Smart Job, la place de l'IA dans notre société, la place de l'IA face à nos emplois, parce que c'est le sujet qui va nous intéresser dans le débat d'actualité. Est-ce que l'IA est une menace pour nos emplois? Alors, verre à moitié vide, verre à moitié plein, on va en parler avec mes invités. Les cas les plus emblématiques, on a parlé beaucoup d'Accenture, on parlera de Capgemini, d'Amazon et de d'autres entreprises qui assument en expliquant qu'on va remplacer des collaborateurs par cette machine. Une révolution numérique qui va donc laisser des traces. On en parle avec vous, Jean-François Poupart, directeur expertise du dialogue social chez Alternego. C'est une des premières fois, voire la première fois que vous venez sur notre plateau. Deux habitués de notre émission, à ma droite, Franck Morel. Bonjour Franck. Bonjour. Avocat en droit social, vous avez été conseiller du Premier ministre Édouard Philippe et co-auteur de Le travail et la solution, écrit à quatre mains avec Bertrand Martineau. Et vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là et on a hâte de vous entendre. William Thiers, ravi de vous retrouver. Merci. Président Le Millénaire, et vous prenez la parole, je dirais, sur tous ces sujets. Juste commençons par vous, parce que vous êtes avocat, vous êtes intéressé au travail à travers des études, des rapports. Oui. Vrai ou pas vrai que l'IA va remplacer l'emploi? Est-ce que c'est aussi, est-ce que c'est pas un peu caricatural que de démarrer le débat comme ça? Le formuler comme ça, c'est évidemment caricatural. Évidemment, d'abord, je pense qu'il faut en préambule dire une chose, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'humilité face à ce sujet. Ceux qui vous expliquent avec beaucoup d'assurance que le scénario va être celui-ci de manière extrêmement détaillée, n'ont aucune source précise pour permettre de fonder une affirmation aussi péremptoire. Donc ce qui est certain, c'est que cette révolution, comme les précédentes révolutions technologiques, va avoir un effet sans doute schumpeterien. Ça veut dire quoi, schumpeterien? Ça veut dire que beaucoup d'emplois vont être impactés. Impactés, ça ne veut pas dire détruits, ça veut dire modifiés dans leur contenu. C'est factuel pour vous, ça? C'est factuel. L'impact, la modification d'un certain nombre de tâches et donc l'impact sur le contenu d'un certain nombre d'emplois. Alors, certaines études l'ont chiffré à 1/3, on peut discuter sur les chiffres, effectivement. Peut-être marginalement, il y a certains emplois qui vont être détruits, effectivement, mais dans des proportions sans doute assez limitées dans un premier temps. Et puis, il y a des emplois qui vont être créés aussi. Donc, la question du solde se pose aujourd'hui. Aujourd'hui, on est incapable de vous dire le gain entre les pertes et les... comment ça va se passer en termes de solde. Enfin, il y en a quand même des cas. Accenture, je l'évoquais. Oui, j'y reviendrai. On peut avoir un regard quand même plutôt optimiste et engageant sur le sujet. Ça, parce qu'en réalité, il faut faire le pari de Pascal sur un tel sujet. Il faut faire le pari selon lequel on a intérêt à ce que les effets de l'IA soient les plus bénéfiques possibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire organisation, ça veut dire formation, ça veut dire, en bon français, keep control, c'est-à-dire ouvrir le capot, si vous me permettez l'expression, et savoir sur quoi sont fondés les algorithmes, et veiller au contrôle humain. Il y a toute une série de textes, notamment européens, le fameux IA Act, qui traite cette question du contrôle, du droit à la décision humaine, par exemple, toutes ces choses-là. Donc, tout ça peut avoir des effets positifs. Il y a bien évidemment, il peut y avoir quelques effets négatifs aussi. Il faut faire en sorte de maximiser les effets positifs et de traiter les effets négatifs. William Thiers, à travers votre think tank Le Millénaire, comment vous regardez ce sujet sans rentrer dans les caricatures? On a des exemples très clairs. Accenture se sépare des salariés, c'est en 2025, dépassé par l'IA à grande vitesse. Capgemini, récemment, on a parlé de 200, 409 pour être précis, emplois qui vont être supprimés. Début de communication de Capgemini, l'IA nous percute, puis évolution de sa communication, voyant évidemment le bruit, l'affaire ICE n'ayant pas aidé, explique qu'on est dans du multifactoriel. Comment vous regardez ce sujet et l'angoisse aujourd'hui des dirigeants, des entreprises et des collaborateurs? Certains emplois ont raison d'être inquiets parce que de toute façon ils vont disparaître. Ils vont disparaître pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils n'étaient pas à une très haute valeur ajoutée. Or, l'IA permet quelque chose de très intéressant, c'est que ça permet d'augmenter la productivité des entreprises. Qui dit augmentation de la productivité des entreprises, dit augmentation des marges de rendement, donc augmentation de la valeur ajoutée, augmentation de l'activité économique, donc augmentation de la croissance, nous sera bénéfique pour l'ensemble du pays. Ceux qui vont être perdants, c'est ceux qui sortaient à peu près des grandes écoles et qui occupaient ce qu'on appelait des bullshit jobs, quoi. Donc c'est eux qui vont être impactés. C'est assez nouveau, William, excusez-moi, parce que révolution industrielle, c'est les ouvriers et ceux qui étaient les OS qui sont sortis, donc l'école bleue, ce qui est quand même très nouveau là dans ce qui se passe, ce sont des jeunes qui ont fait Bac+5. C'est ça, et que c'est eux qui sont plus aujourd'hui impactés sur le marché de l'emploi, c'est eux qui subissent. En fait, globalement, vous êtes en sortie d'école, vous avez
une certaine formation universitaire ou une certaine formation des grandes écoles, vous n'avez pas beaucoup d'expérience et vous êtes directement impacté parce qu'en fait, les tâches que vous êtes capable de faire au sein de l'entreprise ne sont pas forcément valorisées. Ceux qui vont être bénéficiaires, c'est ceux qui ont une très grande expérience, une très grande expertise. Ceux-là vont être protégés et vont même être valorisés parce qu'ils peuvent faire quelque chose que l'IA ne peut pas faire. L'autre truc intéressant, c'est qu'en fait, les métiers manuels, les métiers industriels, les métiers artisanaux vont être revalorisés. Et moi, pourquoi est-ce que je pense que c'est une chance ? Parce qu'en fait, globalement, la stratégie française depuis les années 80, c'était de désindustrialiser le pays pour se centrer sur les métiers des services qui ont un rendement de valeur ajoutée qui soit très faible. Or, moi, je pense que pour que le pays fonctionne, et c'est pour ça que l'IA va être bénéfique au détriment de certaines personnes, évidemment, qui vont devoir se requalifier, c'est qu'en fait, on va être obligé de faire de la très haute valeur ajoutée, donc de faire de l'industrie de pointe, faire de la recherche de pointe, des grands laboratoires pharmaceutiques, etc. Les métiers d'art, les métiers d'artisanat. Et l'autre point intéressant, c'est un peu ce qu'est la révolution qui avait été opérée en 2016 par Trump aux États-Unis, ça va être de remettre le métier sur l'industrie, le commerce et l'artisanat. Et ceux-là sont en très forte valeur ajoutée. Et donc, ça va obliger une partie des gens, s'ils veulent trouver un emploi, donc en fait, de revaloriser des métiers qui étaient disqualifiés, mais qui ont retrouvé des couleurs avec le Covid, ce qu'on appelle les travailleurs de première ligne, plus le secteur industriel qui, en fait, va être le bénéficiaire en fait, de l'IA. Donc, on voit une forme d'optimisme qui se dessine à travers ce débat. Mais quel est le regard que vous portez, vous, Jean-François Poupart, qui donnait des conseils aux entreprises? Alors, on voit les gains de productivité, on voit l'intérêt d'un board qui dit, mais nous, en ROI, l'IA, ça va nous accélérer. Quel conseil vous leur donnez? Parce qu'on a une espèce de bullshit de phrase qui dit l'humain est au centre, tout doit être au centre. En fait, dans les faits, on voit que c'est pas tout à fait comme ça. Quand on voit les entreprises qui, Salesforce, Shopify, Duolingo, qui disent nous on assume, l'IA remplacera l'humain. Alors, on voit en effet un des premiers impacts qui apparaissent, effectivement des gains de productivité qui peuvent avoir des impacts sur l'emploi et peut-être des suppressions de postes effectivement liées à l'IA. De là à dire que les plans sociaux que vous avez cités, qui ont été annoncés récemment, sont entièrement liés à l'IA, c'est peut-être aller un petit peu vite en besogne. Vous trouvez ? Oui. Dit autrement, nous, dans les restructurations qu'on accompagne, on voit effectivement dans des fonctions, finances, RH notamment, etc., dans les métiers du conseil, déjà des premiers impacts qui apparaissent. Mais là où c'est intéressant... On est d'accord, Accenture, Capgemini... Voilà. Mais vous l'avez cité, certains assument, on a un peu l'impression que certains mettent un peu sur le dos de l'IA des restructurations qui auraient été faites par ailleurs. Vous avez cité l'exemple d'Amazon, qui dans sa communication met en avant la réduction des niveaux hiérarchiques, par exemple. Ça, c'est pas l'IA. Voilà, il y a des gains de productivité. On profite de l'IA pour cacher d'autres sujets. Exactement. Alors, ça peut être ça, ça peut être, parce que, y compris quand vous êtes un groupe coté, finalement, c'est peut-être valorisant de dire que vous déployez l'IA et que donc vous allez supprimer des postes grâce à ça. A contrario, on a l'impression que certaines autres entreprises peuvent avoir déjà des impacts, mais ne veulent pas trop en parler. Et donc, effectivement, comme ça a été dit, il va y avoir des suppressions de postes, des réorganisations, mais on va les faire un peu passer sous le radar parce qu'on ne veut pas forcément être montré qu'on va supprimer des postes. Je précise, en ayant cité beaucoup Capgemini et Accenture, que Accenture indique que les projets liés à l'IA pèsent désormais 5,1 milliards d'euros dans le carnet de commandes. C'est-à-dire qu'au moment où il se sépare de ces salariés mal formés qui ne sont plus en phase, au même moment, on réenclenche une nouvelle dynamique. Ça, c'est la source du Financial Times. Rappelons qu'Accenture emploie 77 000 salariés spécialisés dans l'IA, la data, contre 40 000 il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'ils ont quand même augmenté leurs effectifs. Quand même, la suite de tout ça est complexe, parce que ça veut dire que les formations initiales, les bullshit jobs de ces jeunes qui ont fait une belle école, dont les parents ont payé très cher pour arriver au bout à rien, comment on réinvente ? Plusieurs choses, plusieurs impératifs qu'il faut avoir en tête. D'abord, le fait qu'il y a un nouvel or qui est sur le marché, c'est la donnée. La donnée est le nouvel or, puisque tout le monde va se battre pour avoir la donnée, puisque l'IA sans la donnée ne peut rien faire. L'IA est un instrument qui va utiliser la donnée, interpréter la donnée, et donc on va avoir effectivement un certain nombre d'acteurs qui vont essayer d'obtenir avant tous les autres une donnée pour pouvoir l'utiliser les premiers. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est la réactivité. On l'a vu, ça va très vite. L'IA à grande vitesse. Voilà, tout ça va très vite, et si on n'a pas des organisations qui sont réactives, si on n'est pas capable de déployer justement une formation, une manière d'organiser la formation de manière rapide et efficiente, on sera dépassé. Il y a un enjeu de souveraineté aussi. Parce qu'effectivement, on voit bien que ceux qui manient l'IA, ceux qui ont la main sur justement les données, la manière de les utiliser, etc., de les diffuser, sont ceux qui donneront le là par rapport à un certain nombre de pays. Donc il faut travailler sur tout ça, il faut travailler très vite, très efficacement sur tout ça, pour pouvoir être en mesure de faire face de la manière la plus efficiente. Je voudrais finir sur un point qui me paraît essentiel. Vous avez évoqué tout à l'heure, et vous avez grandement raison, l'impact effectivement sur les compétences.
et sur la manière dont ça va évoluer. Je pense que sur la formation initiale, effectivement, on ne va pas apprendre les choses de la même manière. On ne va pas apprendre de l'information, on va apprendre de la manière de traiter cette information. Franck, je précise que les profs sont impactés. Les profs sont impactés, bien sûr, mais le contenu de l'enseignement est impacté. Le contenu de l'enseignement est impacté. On ne va pas vous demander de réciter des connaissances. L'IA est capable de le faire. Je ferai le parallèle un petit peu avec l'essor, il y a quelques années, de la machine à calculer. Oui. On disait, mais avec la machine à calculer, on ne saura plus faire du calcul mental. L'important, c'est de savoir se servir de la machine à calculer, savoir sur quelle touche appuyer, savoir quelle commande faire. Et donc, l'IA, il y a quelque chose qui s'appelle les prompts. Les prompts, c'est la manière de poser les questions. On a un vrai gisement de compétences sur cette question des prompts. Poser les bonnes questions pour avoir la bonne information, pour avoir l'usage le plus optimisé de l'IA. Non, mais on reste un instant sur l'éducation, sur la manière dont même l'éducation nationale, qui est notre deuxième budget, voire le premier budget de la France, va réorganiser. On en est loin encore, parce qu'on en est toujours avec des profs qui se demandent si l'étudiant a utilisé l'IA, comment il le note. Enfin, je veux dire, on est au temps de la préhistoire, au moment où on est déjà parti sur la Lune avec l'IA, quoi. Il y a plusieurs difficultés. C'est réformer l'éducation nationale et réformer les codes de l'éducation nationale. C'est pas le sujet du jour, mais ça va être assez compliqué. Mais de toute façon, ils n'auront pas le choix parce que leur manière d'enseigner, leur manière d'organiser ne sera plus la bonne. Vous l'avez cité, ça a été cité parfaitement. En fait, le fait de faire passer un examen correspond en fait à une pensée auquel on avait dit il faut accumuler un certain stock de connaissances pour être prêt sur le marché du travail et dans la vie tous les jours. Moi, je pense que tout ça, déjà, c'était déjà mort avant même le Covid, parce qu'en fait, maintenant, les compétences qui sont recherchées dans les entreprises, c'est pas forcément le fait de tout connaître, parce que chacun l'a vécu, on sortait d'école, on apprenait plein de choses et on les a jamais utilisées notre vie. On bachotait, comme on dit. On bachotait, exactement. Ce qui est valorisé maintenant, ce sera différentes formes d'enseignement, comme les compétences sociales, le fait de pouvoir s'exprimer en public, le fait de pouvoir avoir de l'empathie, le fait de pouvoir comprendre les gens. Exactement, ça doit être valorisé dans les parcours individuels et dans les parcours professionnels. Et l'autre chose qui va être valorisée, c'est ce que vous avez dit, c'est en fait de savoir comment utiliser les nouveaux outils. Et je pense que l'autre clé, ça va être la chose la plus importante, c'est que comme on est sur un cycle de rapidité technologique qui est de plus en plus court et de plus en plus rapide. D'obsolescence. Par exemple, quand moi je suis né, il n'y avait pas de smartphone et il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Donc en fait, vous devez apprendre. Et l'une des clés, je pense, ça va être la clé pour chacun, ça va être de non pas apprendre et à réciter par cœur, ça va être savoir comment s'adapter aux nouvelles évolutions et comment en fait vous êtes prêt à faire face aux nouvelles menaces, aux nouveaux défis, aux nouvelles opportunités pour savoir comment vous êtes prêt. Je voulais qu'on termine, l'émission n'est pas terminée, mais je voulais qu'on s'intéresse aussi à ce sujet parce que beaucoup de Français, là je ne parle pas de dirigeants, mais je parle de Français, des entreprises qui vous disent mais globalement, il faut inventer un régime universel de rémunération, puisque de toute façon, il n'y aura pas de travail pour tout le monde, dans la mesure où, et Franck Morel fait la moue, dans la mesure où, globalement, on va perdre notre emploi. Et je pense à des métiers comme les experts comptables, comme les aides comptables, comme tous ces métiers, col blanc, cadre ou agent de maîtrise, qui, globalement, ont bien compris que ces métiers-là, les métiers du droit, par ailleurs, en font partie. Il y a une réflexion à avoir, les entreprises doivent la porter, ou c'est plutôt au pouvoir public de dire, oui, effectivement, il faut repenser le modèle global du rapport au travail. Oui, les entreprises, je pense, ont commencé. Les entreprises savent s'adapter. Finalement, l'automatisation, les outils numériques, ils ont déjà fait tout ça. Là où c'est un peu particulier peut-être avec l'IA, ce qu'on voit, c'est que finalement, quand vous aviez avant des nouvelles technologies, vous aviez une date d'introduction, vous saviez exactement ce que ça allait produire comme impact, vous pouviez conduire votre dialogue social avec, voilà, on va introduire tel logiciel le 1er janvier, voilà comment ça va transformer l'emploi. Aujourd'hui, avec l'IA, on est quand même beaucoup plus démunis. Donc, nous, ce qu'on dit beaucoup à nos entreprises partenaires, c'est faites évoluer aussi votre dialogue social par rapport à ça. Sujet essentiel. Acceptez que, évidemment, on ne peut pas tout prévoir. On ne sait pas, parce qu'on va introduire un logiciel d'IA, ce qu'il va faire dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans. Ce qu'on appelle les use cases, que les boîtes appellent les use cases. Exactement. Cas d'usage, quoi. Et donc, accepter, effectivement, que tout ça ne peut pas rentrer forcément dans les schémas classiques et qu'il faut inventer aussi d'autres formes de dialogue, suivre l'évolution des métiers, mettre en place des observatoires, voilà, et dialoguer autour de tout ça. Donc, là aussi, ça transforme non seulement l'éducatif, mais le dialogue social, j'y reviendrai. Oui. Le rapport au travail, certains Français disent, mais attendez, moi, j'ai plus l'âge pour me reformer, puisqu'on nous parle de formation, je faisais un métier qui me plaisait plus ou moins, mais je le faisais. Ça va quand même percuter cela. Oui, ça va percuter cela, bien sûr, mais ça va le percuter comme d'autres révolutions technologiques l'ont percuté dans l'histoire. Donc, il faut relativiser les choses. Ce qu'il faut surtout, et je rejoins totalement ce que disait mon voisin, il faut surtout que le dialogue social, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises ne soit pas un vain mot, mais soit quelque chose qui soit vraiment organisé. Quelque chose auquel je tiens également, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de la nation. Il faut qu'on soit capable, au niveau de la nation tout entière, de savoir quels sont les métiers dont on aura besoin, comment vont être impactés ces métiers, et être très réactif
sur l'organisation de l'appareil de formation initiale et de l'appareil de formation continue pour justement permettre de répondre de la manière la plus efficiente possible à ces besoins. Quand on voit le mastodonte éducation nationale, il va falloir le repenser un petit peu quand même. Bien sûr, on a des outils, si vous voulez. On a des outils en matière de formation, notamment le compte personnel de formation, l'essor de l'apprentissage. Il faut utiliser ces outils et il faut les utiliser justement au profit de la prise en compte de ces évolutions. Juste un mot, parce que c'est un sujet qui est jamais adressé quand on parle de l'IA. Vous parlez du dialogue social, dont on dit qu'il faut qu'il soit agile. Quand on parle à des élus syndicaux qui sont des délégués syndicaux face à la direction dans les CSE, ils vous disent mais quelles compétences j'ai pour savoir ce qui se passe dans le capot, puisqu'il y a quand même le sujet de l'IA Act, on ouvre le capot et on se dit est-ce que cet algorithme a des biais? Enfin, objectivement, là aussi, il faut que les élus qui contribuent au dialogue social soient formés. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas de connaissances. Moi, je pense que l'IA produit un autre avantage, c'est qu'il va détruire tous les syndicats. Parce qu'en fait, pour une raison qui est à peu près simple, c'est que... En fait, l'IA... vous y allez comme ça, vous? Moi, je vais expliquer pourquoi. Je pense qu'en fait, l'IA... Et les nouvelles mutations technologiques qu'on a fait qu'en fait l'individu est placé au cœur de la société à la différence de la société industrielle. La société industrielle, c'était vous avez des risques, parce que en fait vous avez des risques au travail, et donc la collectivité doit assumer le risque pour vous, et en fait on a organisé un système pour faire face à des risques aléatoires, au cas par cas, parce que vous travaillez dans les mines, vous travaillez dans l'industrie, etc. Donc c'est difficile. Là maintenant, en fait, ce qui va être valorisé dans le monde de demain, ça va être les capacités individuelles, les skills individuels, et la capacité de chacun à pouvoir s'adapter. Collectif. Je pense que ça va arriver vers ça, et donc en fait la capacité de chacun à pouvoir faire face. Et donc quand vous posez la question du pouvoir public, en fait les pouvoirs publics ne vont être plus comme ce qu'on fait d'habitude en France, société administrée, aller faire ci, aller faire ça. La seule société de pouvoir public, c'est d'organiser un cadre pour que chacun se prenne en main et puisse faire face aux aléas personnels et professionnels. Et on va arriver sur quelque chose qui va être à peu près simple. Je pense que la société qui va marcher, c'est de dire en gros, de toute façon, nous, on ne peut plus forcer les gens, les étudiants à aller dans telle formation parce que de toute façon, c'est la révolution. Ce que nous, on peut faire, comme pouvoir public, c'est de dire, de toute façon, les systèmes d'indemnisation, et c'est déjà en cours, vont être réduits. Les systèmes de formation universitaire vont de plus en plus payants parce qu'on n'aura pas le choix. Et donc, en fait, la seule solution que vous avez pour rentabiliser vos études, c'est d'aller dans telle formation professionnelle, dans telle formation universitaire, là où il y aura de l'emploi. Et c'est en fait, plutôt que d'administrer, plutôt que d'organiser... Moins de sociaux, moins de philo, moins de psycho. Moi, je pense qu'ils vont inciter, je pense que ça va se passer comme ça, parce que le système social est en difficulté. Et donc, inévitablement, on va réduire la part sociale, on va inciter les gens à aller dans telles activités. Et en fait, l'IA... Et les révolutions technologiques vont inciter les gens à devenir meilleurs et à devenir plus responsables et de plus en plus individuels. Parce qu'en fait, c'est pas la société qui vous a appris à maîtriser les réseaux sociaux ou à vos enfants. C'est chaque enfant et chaque individu qui a appris lui-même à s'apprendre. Juste un exemple. Mot de conclusion, un exemple concret. Inserjeune, ça s'appelle. Inserjeune, c'est quoi? C'est un système d'information qui a été mis en place qui permet à tout jeune qui veut aller dans un CFA, dans un centre de formation d'apprentis, de savoir en temps réel quel est le taux d'insertion en emploi, quelles sont, avec un certain nombre d'informations sur telle ou telle formation. Là, j'ai dû déboucher. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut élargir au-delà, justement, des seuls CFA. Et Inserjeune va être élargi parce qu'effectivement, c'est jouer sur la transparence de l'information pour flécher, et il faut le faire encore plus, effectivement, massivement, pour les formations initiales, flécher l'orientation des jeunes vers les filières à venir. Collectif. Alors, je n'irai pas jusque-là. Moi, je pense que le collectif est important. Le collectif est important parce que c'est ce qui fait société. Et il y a d'autres manières de recréer le collectif. On a trop souffert, notamment au moment du Covid et au moment de l'essor du télétravail, et ça a été constaté par beaucoup de DRH, du fait que l'excès, entre guillemets, de télétravail aboutissait à une fin du collectif, ce qui n'était pas bon pour tout le monde. Donc, il faut garder un collectif. Les syndicats ont leur place dans ce cadre-là. Il faut une place importante de la négociation collective. Tout le monde peut s'y retrouver. À condition que les syndicats, franchement, je le redis, puissent avoir un accès un peu technique ou technologique. Bien sûr, mais il faut organiser de la formation. Vous en pensez quoi? Parce que c'est bien beau de dire il faut qu'il y ait un dialogue social fructueux sur l'IA, mais enfin, si globalement on ne sait pas de quoi on parle, et si je ne sais pas ce qu'il y a dans mon téléphone, je ne peux pas négocier. Alors, je ne pense pas que ce soit souhaitable que les syndicats disparaissent, y compris parce que, justement, il y a besoin d'échanger autour de ces évolutions. Et puis, si les syndicats disparaissent, les entreprises vont peut-être se retrouver avec des phénomènes de gilets jaunes en face d'elles. C'est ça. En revanche, ce qui est certain, c'est que... La régulation se fait aussi par les syndicats. Effectivement, ils commencent à se pencher sur ces sujets, mais ce n'est pas évident. Nous, on a fait une grande étude l'année dernière sur la perception du dialogue social, où on a notamment interrogé les salariés, 5000 salariés, sur leurs attentes en termes de thèmes à traiter par le dialogue social. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que les deux derniers, c'est l'IA et la lutte contre le changement climatique. Non pas que les salariés ne pensent pas que ces sujets-là sont importants, mais ils n'identifient pas ça comme un sujet de dialogue social. Le dialogue social, c'est les rémunérations, le pouvoir d'achat, les conditions de travail. Le hard. Et donc, il y a tout un travail à faire, partenaires sociaux, syndicats, employeurs, pour se saisir de ces sujets. Et embarquer l'entreprise sur ces sujets. Merci, messieurs, de nous avoir éclairés et d'avoir apporté une vision peut-être un peu plus nuancée que ma première question caricaturale, mais évidemment, c'était une forme de jeu.
ce sujet n'est pas clos et on va le suivre de très près à travers toutes ces entreprises dont on parle, qui sont d'ailleurs des fleurons internationaux. J'en ai cité quelques-unes. Merci Franck Morel. Le travail et la solution. Alors, il n'y a pas de photo, le travail et la solution, secrétaire national chez Horizon, et vous avez écrit ce livre avec Bertrand Martineau, qui est aussi un spécialiste des sujets du travail. Merci à vous, Jean-François Poupard, directeur expertise dialogue social chez Alternego, et merci à vous, William T. Vous êtes à la tête du Millénaire, président du Le Millénaire, qui est un think tank. C'est ça. Merci à vous trois, messieurs, c'est un vrai plaisir. On continuera à suivre ce dossier. Merci à toute l'équipe, Nicolas Juchat, évidemment. Merci à Pierre Loup à la réalisation. Merci à Fabien au son aujourd'hui. Merci à vous pour votre fidélité. À très bientôt. Bye bye.